Bon, eh ben, on va commencer. Merci d'être là. Donc, je rappelle que je suis chargé d'essayer de résumer ce qui s'est passé la veille, et peut-être les jours précédents aussi, puisque nous en sommes à notre dernière séance. Alors, hier soir, délibérément nommé Spirale infernale, la dette, documentée par le film que nous avons vu, a fait voir ce que nos séances précédentes ont évoqué parmi les effets de la financiarisation. Reste que ce type de figuration a éveillé le scepticisme professionnel de nos intervenants, soit devant un certain manque d'explication, soit devant un grand écart par rapport à la recherche anthropologique. Les crises illustrent en réalité l'évidence de l'instabilité financière depuis au moins 3 siècles, malgré la courte parenthèse des 30 glorieuses, dites glorieuses. L'économiste nous a rappelé que des marchés naturels ou matériels fabriquent leur équilibre. Quand les prix montent, la demande baisse, tandis que la finance ignore tout seuil ou plafond, puisque en vendant et en revendant, on ne consomme rien. Donc, quand les prix montent, la demande monte avec la finance. Les crises sont donc inscrites dans la chair de ce processus, sans oublier ces alibis pervers, dont par exemple la baisse des impôts. Pas moins sceptique, l'anthropologue, de son côté, nous a renvoyé aux dons et aux contre-dons, en guise de stimulant ou carburant des rapports sociaux. Leur qualification à ces rapports, y compris et peut-être surtout qualification symbolique, s'y trouve aux prises avec la quantification tentée par la mesure de l'argent. Mœurs et morale jouent ici une lutte de clans, sans cesse menacée de renversement. Notre discussion, que je vais essayer de résumer, s'est appliquée à détailler ces processus, d'abord du côté du pire. Spéculation, intérêt de la dette, agence de notation et toutes sortes de mots portés par des forces très puissantes, appâtant la soumission, voire la servitude volontaire. Du côté du meilleur, nous avons parlé de remettre les compteurs à zéro, d'annuler les dettes, d'imposer les créanciers, ou encore de sauver une planète désormais étouffée par nos propres créances. Nous avons tout de même essayé de viser un certain réalisme entre ce pire et ce meilleur, et nos échanges ont souligné que la source des inégalités se trouve non dans les rapports marchands, mais bien dans les rapports de production, c'est-à-dire dans cette sorcellerie capitaliste capable non seulement de déshumanisation, mais aussi de déterrestration, si on peut dire. Sommes-nous loin de toute singularisation personnelle? Une responsabilité survit-elle encore dans nos sociétés, qu'elles soient primitives ou non? Ce serait en tout cas dans une pluralité préservée, une réciprocité vécue, qu'il faudrait chercher la reprise en main publique de ce dont les dettes réputées infernales prétendent nous priver. Ce soir, nous abordons justement un horizon de responsabilité, je l'espère, avec ce qu'il est convenu d'appeler peut-être la bonne monnaie. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite, en remerciant nos 3 invités, 3 ce soir, qui se présenteront eux-mêmes et qui animeront la discussion avec nous, j'espère, après le film. Bon, c'était le dernier film, hein, vous n'en saurez pas plus. Enfin, on en sait déjà pas mal. Tu veux du papier? J'en ai mis pour tout le monde, normalement. Ça suffira. Voilà comment se sortir du paradoxe d'une monnaie lien social, d'un lien social qui lui-même n'a pas de prix. Donc, et ben voilà, la solution, c'est les monnaies complémentaires, peut-être. Enfin, on va bien voir avec nos 3 invités qu'on remercie encore, à qui on laisse le soin de se présenter s'ils le désirent, et de commencer par
qui ils voudront. Donc je vous rappelle que vous avez droit à un petit commentaire liminaire, chacun d'entre vous, et après quoi on va vous bombarder de questions. Par le sens trigonométrique. Oui, désolé, mais vous n'avez que 2 micros pour 3, donc il va falloir vous le passer très gentiment, s'il vous plaît. Je pense qu'on réussira à se le partager. Bon. Alors bon, ok, d'accord, je veux bien commencer. Moi, c'est Jérôme Blanc et je suis... N'hésite pas à parler un peu plus près du micro, s'il te plaît. Jérôme Blanc de Sciences Po Lyon. Je suis économiste comme quelques autres intervenants de cette semaine. Nul n'est parfait. Je me soigne. Notamment, je me soigne en travaillant sur les monnaies locales, complémentaires, associatives, alternatives, etc. C'est un peu mon fonds de commerce. Hein, si les universitaires ont des fonds de commerce, le mien, c'est celui-là. Je trouve le film assez complexe. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont apportées. Ma voisine me faisait remarquer que c'était difficile de trouver un lien entre, ou en tout cas le fil conducteur n'était pas évident. Moi, je pense que le fil conducteur qu'il y a dans ce film, c'est le rapport à la finance. Enfin, c'est le rapport entre la monnaie et la finance, c'est-à-dire en quoi la monnaie est polluée aujourd'hui par j'allais dire son arrière-plan, mais c'est pas le mot, disons sa construction financière. Et en quoi on peut, en tout cas en quoi il y a des tentatives aujourd'hui, comme par exemple dans les années 30 avec le cas en Autriche de la ville de Wörgl, et en Suisse depuis les années 30 ce qui est devenu une banque assez rapidement, qui est la banque Vir. Donc en quoi on peut construire des formes de monnaie déconnectées ou partiellement ou totalement peut-être à voir. Hein, je ne suis pas sûr qu'on puisse échapper complètement à la finance, mais en quoi on peut construire des dispositifs de monnaie avec crédit, par exemple, hein, comme dans le cas du Palmas. Donc c'est pas autonome de la possibilité du crédit, ou comme dans le cas du Vir. Comment est-ce qu'on peut construire donc des monnaies qui soient dépolluées d'une certaine manière de la finance. Et sur alors, il y a beaucoup de choses qui sont apparues, mais pour filer là-dessus, peut-être, ce qui n'a pas été dit au fond, mais qui est au cœur de cette pollution, le terme, je le mets entre guillemets, vous l'entendez peut-être en me voyant dodeliner de la tête, mais ce qui fabrique cette pollution par la finance, c'est le fait que la monnaie est une unité de compte, donc un moyen de mesure des richesses, des transactions, de la valeur. Enfin, ces termes sont apparus dans le film. La monnaie, donc ça c'est vraiment une fonction fondamentale qu'on trouve bien avant d'ailleurs que les premières pièces apparaissent en Lydie, hein, sur le côté turc de la Grèce antique, le côté turco actuel de la Grèce antique. C'est-à-dire que la monnaie n'est pas apparue avec les pièces au 8e siècle avant Jésus-Christ. Les pièces n'ont fait que cristalliser et organiser de manière nouvelle et innovante des choses qui se faisaient déjà. Et déjà, ce qui se faisait et ce que l'on connaît par des restes archéologiques, c'est le compte. Et c'est le compte dans des unités abstraites. Et donc, ça s'était évoqué hier, sauf erreur de ma part, hein, dans le film qu'on a vu. Donc ça, c'est la première fonction de la monnaie, et qui est complètement indépendante de la finance. La deuxième, c'est qui lui est consubstantiellement liée, c'est le fait de pouvoir régler des transactions dans un univers où les rapports marchands sont importants. Donc c'est ce qu'on appelle le moyen de paiement, c'est ce que parfois on appelle l'intermédiaire des échanges, hein, quand on est vraiment dans un registre uniquement marchand. Et cette deuxième fonction-là, qui suppose qu'on puisse compter, parce qu'on ne va pas régler des transactions sans les avoir au préalable comptées,
est aussi indépendante de la finance. Et puis il y a la troisième fonction, si on raisonne basiquement, disons sur les fonctions de la monnaie, telles qu'on peut les apprendre au lycée et à nouveau à l'université, c'est celle qui fait entrer la finance dans la monnaie, c'est la fonction, ce qu'on appelle de réserve de valeur ou de conservation de la richesse, et qui fait que on va mettre de côté de la richesse sous la forme monétaire, pas sous la forme, par exemple, d'un tableau de maître ou d'un bâtiment. Pardon. Ça marche aussi comme ça. Ça peut marcher aussi, oui, effectivement. Et puis la finance aussi s'empare de ces domaines-là, je suis d'accord. Mais donc c'est l'idée qu'on va mettre de côté de la richesse sous une forme financière, c'est-à-dire en particulier sous la forme d'actifs qui peuvent être des actions, des obligations, etc. Et là intervient tout le cycle, tout le fonctionnement de la finance, qui n'est pas nécessairement complètement dérégulé, etc. Ça, c'est une caractéristique de la finance d'aujourd'hui. C'était aussi une caractéristique de la finance des années 20 jusqu'au début des années 30. C'est-à-dire qu'en fait, on a des grandes, pour le dire peut-être de manière approximative, mais on a des grands cycles financiers ou des grands cycles, des évolutions, disons, dans la façon dont on gère la finance dans nos sociétés, qui nous font passer par des périodes avec des formes de dérégulation importantes, avec l'apparition de produits dérivés, le développement des marchés financiers, de la spéculation, etc. Avec cet épisode, évidemment, des années 20 qui se finit en cataclysme, et puis l'épisode des années 80, 90, 2000 qui se finit par un autre cataclysme, mais dont on n'est pas vraiment sorti, puisque notre système n'a pas fondamentalement changé par rapport à ça. Et donc, il me semble que le fil conducteur de ce film, c'est ça, avec ce raisonnement étalé tout au long du film de Bernard Liétard, qui est une figure à part des réflexions sur la monnaie, parce qu'il est, alors on peut le qualifier il est parfois qualifié de monetary crank, c'est-à-dire de farfelu monétaire, pour utiliser ce terme. On pourrait en utiliser d'autres, mais c'est un terme qui a été accolé à des penseurs des questions monétaires très originaux, à tel point que les penseurs dominants les considèrent comme complètement en dehors des clous et n'apportant pas de regard scientifique sur la question monétaire. On peut dire et penser diverses choses sur l'approche de Bernard Liétard, mais bon, elle a ce mérite, disons, de mettre l'accent sur l'importance, en fait, de construire des dispositifs qui échappent à la dérive financière. Peut-être que je peux m'arrêter ici, bien qu'il y aurait 1000 choses à dire à partir du film. Merci. Suivant, comme on dit à l'école. Bon, alors, moi, je m'appelle Christophe Hanage. Je ne suis pas du tout économiste. Je n'ai absolument aucune compétence en économie, aucune compétence particulière d'expertise ou quoi que ce soit. Je suis considéré, généralement, ce que je fais comme activité est considéré comme de la poésie ou alors de la théorie de l'écriture. Et je circule pour parler de ça, en général. Et c'est vrai que vous devez peut-être vous demander ce que je fais ici, parler d'argent, alors que ma spécialité, en tout cas, les raisons en général pour lesquelles on me demande d'être présent, c'est pour parler de poésie et d'écriture, parce que souvent les gens pensent que ça n'a aucun rapport. Et je vais vous expliquer pourquoi ça en a un, et un extrêmement étroit en réalité. Voilà, je ne sais pas véritablement, je dirais pas, j'ai pas trop compris, moi j'ai pas trop trouvé de fil directeur dans le film, je trouvais qu'il partait un peu dans tous les sens, enfin pour moi en tout cas, même si j'ai bien compris qu'il y avait une sorte de thèse et de défense et illustration de l'usage de monnaie alternative, ça bon, c'est très, très souligné et dramatisé surtout à la fin. Je n'ai pas véritablement d'avis sur la question. En réalité, je suis sceptique, je vous dis franchement, mais je n'ai pas d'avis vraiment formé sur la question.
En revanche, ce que j'ai observé, qui m'avait intéressé, et ce qui va me permettre peut-être d'embrayer sur la question de la poésie, de l'écriture et de l'argent, j'ai quand même constaté quelque chose d'intéressant, c'est toujours la difficulté qu'on a quand on fait du cinéma de représenter l'argent, qui est un peu le même genre de difficulté, je pense que vous l'avez tous constaté quand vous allez au cinéma, qu'on a à représenter par exemple la création littéraire. C'est très compliqué de filmer la vie de Beethoven, la vie d'un poète, je ne sais pas moi. Il y a eu un film par exemple qui s'appelait Patterson qui est sorti il y a quelque temps sur la poésie. C'est très difficile de filmer la création littéraire. Alors on peut filmer du papier, des gens qui écrivent, on peut filmer des moments où quand tout d'un coup on prend des airs inspirés, on écrit le soir dans la chambrée, mais la poésie c'est pas ça, la littérature non plus, on le sait bien. Et ce qui m'a frappé dans ce film, c'est que évidemment on a du mal à représenter l'argent. Alors on représente tout et n'importe quoi, des immeubles éclairés, des gens avec des grosses montres. Évidemment on se dit l'argent aide à avoir des grosses montres, mais on peut avoir aussi des grosses montres sans argent. Par exemple quand elles marchent pas, c'est moins difficile de les acquérir. Et donc voilà. Donc ceci pour vous dire que ce que j'ai quand même constaté dans ce film, c'est qu'il y avait une sorte de réduction ou de rabattement de la question de l'argent à la question de la monnaie. Et je trouve ça intéressant. Un des professeurs de Philippe qui est dans la salle là, Emmanuel Renaud, faisait remarquer que dans le Capital de Marx ne parle pas tellement d'argent, il parle surtout de monnaie. Et à mon avis, c'est significatif. Parce que en réalité, on peut parler par exemple de fausses monnaies. On voit l'obsession qu'ils ont tous à regarder les billets parce qu'ils ont peur de se faire refiler des faux billets, mais on parle rarement de faux argent. Ce n'est pas la même réalité. Alors de temps en temps, comme ça, on passe de l'un à l'autre. Ce qui moi, m'a toujours frappé dans la vie, et quand j'ai écrit mon livre sur l'argent, c'est que on arrive d'une certaine façon, comme le font certains des personnages du film, à donner une définition de ce qu'est la monnaie. C'est bien plus difficile de donner une définition de type dictionnaire, ce qu'on appelle en théorie du langage et définition en compréhension. C'est beaucoup plus difficile de donner une définition de ce qu'est l'argent. L'argent est un concept flou. En philosophie du langage, on appelle ça un concept flou. Qu'est-ce que c'est qu'un concept flou ? C'est un concept qu'on ne peut pas définir comme par exemple bouteille, table, chaise, ou carré, triangle, hypoténuse. Tout ça, on peut en donner des définitions en compréhension. Argent, vous pouvez faire l'expérience. Il y a bien des gens qui, de façon un peu péremptoire ou arrogante, vont vous en donner une définition, mais vous remarquerez que très souvent, dans leur définition, même pas très souvent, presque toujours, leurs définitions incorporeront elles-mêmes d'autres concepts flous. C'est le propre des concepts flous. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ces concepts flous, c'est que, en réalité, il me semble, moi c'est la théorie que je soutiendrai, en réalité, ces concepts flous correspondent à des usages assez vides. Et que ces usages se déterminent par rapport ces concepts fonctionnent essentiellement par rapport aux usages qu'on en a. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'au jeu d'échecs, un cavalier ? On ne pourrait pas vraiment en donner une signification. Quelqu'un qui dirait un cavalier, c'est un cheval, ça ressemble à un cheval, ça se déplace comme un cheval, il dirait n'importe quoi. En revanche, on peut le définir par rapport à ce qu'il nous impose de faire. Et la plupart du temps, les cavaliers ont des règles dans le jeu d'échecs, on les définit par rapport à ce qu'ils nous imposent de faire, par rapport à ce qu'ils nous contraignent. Les concepts flous comme argent, comme amour, par exemple, justice, ce sont des termes qu'on ne définit pas, mais qui en réalité nous contraignent quand on les utilise. Alors comment nous contraignent-ils ? Voilà le problème. Quelles sont les lois qui sont cachées derrière ? Ce sont des termes qui nous obligent, ce sont des termes on voit bien d'ailleurs que quand on crée une monnaie alternative, on renouvelle les contraintes, on limite les contraintes de vie qu'on se donne. Par exemple, on dit aux gens, non, vous prendrez plus le bus, puisque avec le bus, vous allez faire évaporer, comme il disait, envoler l'argent, vous allez faire circuler l'argent à l'intérieur de la cité, et donc vous ferez d'autres choses avec l'argent. On crée des systèmes de contraintes autres. L'argent, d'une certaine façon, peut-être si on veut essayer de le définir le mieux possible, on pourrait dire qu'il s'agit, comme le disait le personnage, là, Liétard, c'est ça, Bernard Liétard, l'argent c'est avant tout une écriture. C'est une écriture, comme la littérature. C'est une écriture qui fonctionne quand elle est écrite par certaines personnes, mais c'est aussi vrai de la littérature. Et c'est une écriture qui nous contraint.
à partir du moment où on s'est fait écrire quelque chose, il l'explique assez bien. D'ailleurs, c'était assez joli de le voir dire ça, parce que c'était exactement comme quelqu'un qui vous expliquerait qu'est-ce que vous devez faire une fois qu'on vous a déclaré mari et femme, et que vous avez signé le contrat. Votre vie est contrainte, d'une certaine façon. Eh bien, comme il l'expliquait assez bien, Liétard, une fois qu'on a écrit une somme sur votre compte, vous entrez dans la compétition. Vous avez 500 000 euros, il va falloir faire en sorte qu'avec ces 500 000 euros, vous allez devoir gagner de l'argent, entrer dans la compétition pour pouvoir les rembourser, etc., vu qu'il y a un intérêt en plus. Autrement dit, première des choses que moi je constate, la proximité entre l'argent et la littérature, c'est que l'argent comme la littérature sont des écritures. L'argent comme la littérature sont des écritures qui sont liées qui développent des systèmes de règles. Ces règles sont un peu mystérieuses, mais de toute façon, elles nous contraignent. On n'est pas sensible, par exemple, à un poème si on n'a pas appris d'une certaine façon à y être un peu sensible. Par exemple, je ne sais pas moi, si on vous a jamais dit comment fonctionnent les rimes, vous n'y seriez peut-être pas tellement sensible. Si on vous a jamais dit comment fonctionne le jeu d'écriture d'un sonnet, vous n'y seriez pas tellement sensible, de la même façon pour n'importe quelle œuvre d'art. Et cette proximité m'intéresse. L'autre chose que j'ai vue dans le film et que j'ai trouvé très touchant, c'est le rapport que toutes ces personnes établissaient entre les règles qui déterminent le jeu de l'argent et ce qu'ils appellent les croyances. Là aussi, je vois le rapport avec la littérature. Alors, dans le soubassement de tout ça, je voyais beaucoup aussi, mais ça, je l'ai entendu, enfin, j'ai vu ça cité par Gilles dès le début de la programmation, les théories de Georg Simmel, c'est-à-dire l'idée que l'argent objective de la valeur, mais que cette valeur est en réalité déterminée par un ensemble de pressions ou d'interactions qui sont liées à l'ensemble des valeurs des gens, mais les valeurs au sens le plus multiple possible. Et l'argent essaie d'objectiver ça. Bon. Mais les valeurs, c'est quoi? Là encore, on tombe sur un concept flou. Comment les illustrer, ces valeurs et ces croyances? Où est-ce qu'elles sont? Par quoi elles s'expriment? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, telle ou telle chose a de la valeur et telle ou telle n'en a pas? L'argent est là, elle est censée refléter cet ensemble de valeurs, mais localement, ces valeurs peuvent différer. Et c'est peut-être pourquoi, d'ailleurs, quand les valeurs locales diffèrent, on a peut-être besoin d'un autre système d'argent ou d'un autre système monétaire. Je ne sais pas, c'est une hypothèse qu'on peut faire. Peut-être que les monnaies locales reflètent des valeurs localisées ou des valeurs qui sont communautairement plus partagées dans tel endroit plutôt que dans tel autre. C'est une hypothèse qu'on peut faire. Ce qui est intéressant, c'est que le terme de valeur est aussi un concept flou, et le terme de valeur est intéressant parce qu'il intéresse directement la littérature, dans la mesure où très souvent, la littérature prend pour fonction de représenter les valeurs, de les montrer, de montrer comment elles s'échangent. Par exemple, dans les dialogues entre les personnages, il y a des très grands auteurs qui n'ont fait que ça, essayer de montrer comment, dans tel ou tel endroit, dans telle ou telle classe, les valeurs se constituent différemment les unes des autres, comment elles entrent en interconnexion. On peut penser à des auteurs comme Proust ou comme Zola, par exemple. Bon, il y aurait d'autres choses. Oui, alors l'autre chose qui était assez intéressante aussi dans le film, c'est la question des limites de l'argent. Parce qu'évidemment, on pense à cet argent comme instrument d'objectivation de la valeur, et aussi pointe tout le temps l'idée qu'en vérité, c'est jamais ça. Et là, c'était vraiment beau le moment où tout d'un coup, ce Bernard Liétard dit ça m'a fait rigoler, je vous avoue. Hein. L'argent, ça permet effectivement d'objectiver la valeur et de faire des échanges de marchandises, mais ça ne permet pas de faire comme type de transaction, ça ne permet pas de transacter ou d'acheter, disons, les choses qui ont du sens. Alors ça, c'était merveilleux, parce que là encore, émerge une fois de plus un concept flou, sens. Sens, c'est quoi? On n'en sait trop rien. En tout cas, moi, ça m'a fait penser à cette scène qu'on voit dans Don Juan de Molière, qui se trouve... je crois me souvenir, enfin je suis censé être professeur de français, je crois me souvenir que c'est la scène 2 de l'acte 3, où tout d'un coup Don Juan essaie d'acheter à un pauvre un blasphème, en lui disant « Tiens, je blasphème, au lieu de prier toute la journée et de ne rien gagner en priant, et je te donnerai un louis d'or », ce qui est une somme énorme, un louis d'or. Surtout quand on est pauvre, qu'on n'a rien à se mettre sous la dent. Et là, le pauvre lui dit « Ah non, non, je préfère crever, je m'en fous de ton louis d'or ». Donc, c'est intéressant parce que
on voit qu'il y a des zones. Alors moi, je ne dirais pas forcément que ce sont les zones qui ont du sens. Je trouve que le mot sens n'est peut-être pas tout à fait approprié. Mais peut-être ce qu'on pourrait appeler le sacré pour les gens. Le sacré, c'est peut-être un peu différent de la question du sens. En tout cas, peut-être le sacré, c'est peut-être cet espace où la définition de l'argent comme moyen de tout transacter ou tout acheter ne fonctionne plus. Mais maintenant, et ce sera la dernière chose que je vais dire, s'il existe des choses ou des services, comme blasphémer, si on peut dire que c'est un service, qu'on ne peut pas acheter, et que donc on ne peut plus définir l'argent comme l'instrument qui permet de tout acheter ou de tout objectiver, évidemment on se rend compte qu'on ne peut plus définir l'argent du tout. On est bien emmerdé, puisque c'est ce principe de totalité qui quand même permet de lui donner un peu de consistance conceptuelle. Et on se trouve dans une situation peut-être, et ça je lance ça comme hypothèse finale, peut-être explique le fait qu'en économie, on ne peut pas prédire les choses. Parce qu'on parle d'une réalité qui n'est pas définissable. On peut prédire, par exemple, comment tel ou tel météore risque de circuler en astronomie, parce qu'on a défini un peu les objets dont on parle. Avec l'argent, on a un problème fort, je crois, qui est un problème de flou, de vague de la notion, qui apparaissait, je crois, dans ce film, malgré sa tentative de réduire la question de l'argent à la question de la monnaie. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. D'ailleurs, il était question de théologie dans le film aussi. Oui, oui. Oui, parce que les concepts... Enfin, bon. Oui, ben, moi je suis encore un économiste, mais en fait pas tellement spécialiste des questions d'argent et autres, puisque à part au moment où j'ai rédigé ma thèse, où je travaillais un petit peu sur les questions monétaires, après je suis parti sur toute autre chose, un petit peu sur le territoire, puis beaucoup sur l'industrie automobile. Et ce n'est que depuis quelques mois que je travaille avec l'ancien président du Conseil économique et social d'Aquitaine pour travailler sur l'innovation sociale et avec un projet plus spécifique sur les monnaies locales en Nouvelle-Aquitaine. Alors comme évidemment, j'ai commencé à travailler sur Ford en travaillant sur l'automobile. Je vais reprendre la citation qui est donnée, c'est-à-dire l'idée que, effectivement, si les citoyens américains comprenaient quelque chose à la monnaie, ce serait la révolution. Alors, je vous rassure, même les économistes ne comprennent rien à la monnaie. Et je ne suis pas sûr que ce film nous aide beaucoup, d'ailleurs, à comprendre mieux ce qu'est la monnaie. Bon, comme mes voisins, j'ai trouvé qu'il était un petit peu décousu. Alors, effectivement, il y a cette espèce de fil directeur un peu flou. Après, on part sur des choses quand même. Cet Allemand-là qui fait partie... Enfin, je sais bien qu'aujourd'hui, la collapsologie est à la mode, et donc on attend la catastrophe écologique, économique, financière, politique. Enfin, bon, ça paraît à certains égards incongru. La monnaie, les économistes, effectivement, ils peuvent en donner. D'ailleurs, on en donne à tous les étudiants. Et c'est simple, la monnaie, c'est la masse monétaire en circulation. Or, on sait bien que c'est pas ça, que la monnaie, dans nos sociétés, c'est quand même ce qui fait tenir d'une certaine façon la société. Et que donc, c'est pas une quantité d'argent en circulation. Je pense d'ailleurs qu'elle est aussi floue que l'argent, hein, la définition de la monnaie. Dès qu'on commence à s'intéresser à cette signification sociale et à la façon dont la monnaie fait sens social. Et effectivement, le film se termine sur ces monnaies locales, mais dans des cas assez particuliers, puisqu'il fait référence à des situations de crise ou de pauvreté extrême, hein, crise dans les années 30, pauvreté extrême dans le nord-est du Brésil. Or, aujourd'hui, Jérôme, qui travaille sur les monnaies locales depuis 10 ans, voit la différence. Aujourd'hui, ça s'excite un petit peu partout. Hein. Vous savez qu'ici, à Bergerac, il y a une monnaie locale qui circule, hein, l'Aki. Elle vient de Sarlat. Plus ou moins, cette monnaie, c'est quand même plus ou moins le barycentre. Si vous allez vers Périgueux, au nord, vous avez un truc qui s'appelle le trèfle. Si vous allez vers l'océan Atlantique, vous avez la miel, qui est sur les Bournes, Bordeaux, et puis
de Réolais, etc. Puis si vous descendez vers le sud, vous avez à Villeneuve-sur-Lot la plus ancienne monnaie locale en circulation en France, hein, l'abeille, la miel, je ne sais pas confondu, je confonds toujours la miel et l'abeille. L'abeille, c'est à Villeneuve-sur-Lot et la miel, c'est sur Bordeaux, Libourne, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, la Nouvelle-Aquitaine a une spécificité, c'est que sur les 74-75, on a confronté nos dénombrements avec Jérôme. On pense qu'il y a aujourd'hui à peu près 74-75 monnaies locales différentes qui circulent en France. Bien, il y en a 12-13 qui circulent actuellement en Nouvelle-Aquitaine. Je dis 12-13 parce qu'il y en a une, la Benaise, dans le pays de Saintonge. Je ne suis pas sûr, elle circulait il y a quelques mois, je ne suis pas sûr qu'elle y soit. Il faudrait que j'aille faire une enquête sur place. On a à la fois la plus ancienne, je vais vous signaler la Villeneuve-sur-Lot, qui a été lancée en 2010, et puis on a la plus importante en Europe, qui est l'Eusko, dans le Pays Basque, qui fait circuler l'équivalent de 1,2 million d'euros pour faire vite. Et si on s'intéresse à ces monnaies locales qui sont dans des contextes différents, puisqu'on n'est pas en situation de crise, alors c'est vrai qu'elles émergent après la crise financière de 2008, donc il y a bien au moins dans la mobilisation des personnes qui s'y impliquent, mais enfin, on n'est pas quand même dans une situation de crise à celle des années 30. En fait, on est sur un mouvement qui est un mouvement assez largement citoyen, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se retrouvent pour essayer de construire quelque chose, de construire une alternative, alors à une petite échelle, puisqu'on considère que les grands récits sont terminés. Et donc on va travailler dans le local, comme ça se fait sur d'autres domaines. Et c'est ce qui m'a un peu manqué dans la présentation des monnaies locales dans le film. Alors, je ne connais pas bien l'histoire des Palmas, Jérôme connaît beaucoup mieux toutes ces expériences-là, parce qu'on n'a pas le sentiment que les personnes, les citoyens de Fortaleza sont impliqués. On a l'impression qu'on a une personne fort sympathique et autres. Donc ça méritait d'être creusé. Alors, il n'y a pas que ce type de monnaie locale. Il y a aussi des monnaies locales qui sont animées par des commerçants qui veulent faire revivre le centre-ville. Enfin, dans la majorité des cas, en France en tout cas, quand on étudie, c'est des mouvements citoyens qui veulent se réapproprier la monnaie. Donc c'est là où il y a souvent référence à la financiarisation, la crise de 2008 et autres. Et puis la transition écologique. Et évidemment le développement territorial, puisqu'on est sur le domaine local. Voilà quelques éléments de réaction par rapport au film. Très bien. Alors, je vous rappelle que des micros circulent dans la salle, qu'on va peut-être accumuler quelques questions, comme ça ils vont pouvoir se reposer pendant ce temps. Alors, moi, je voulais juste dire que l'équipe de tapage va sûrement être très contente parce que, l'un a dit que le film était un peu complexe, l'autre nous a parlé de flou, et le troisième nous a dit que personne ne comprenait. Alors, il y a un truc qui arrive toujours dans les rencontres, il y a toujours un moment où, quelle que soit la simplicité du sujet qu'on prend, la justice, l'animalité, je sais pas quoi, le sexe, il y a toujours un moment où on finit par se dire « Ah oui, mais je croyais comprendre, mais finalement, j'y comprends rien du tout. » Donc, c'est très bien. J'espère qu'on va en sortir un petit peu et qu'on va quand même comprendre quelque chose, mais... merci pour ces présentations. Alors, les questions, c'est à vous. N'hésitez pas, hurlez, imposez-vous. Une question très rapide. Christophe, tu as parlé de contraintes. Ce qui nous contraint depuis... par rapport à l'argent, ce concept flou. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler plutôt de ce qui nous engage, comme dans le mariage d'ailleurs, plutôt que de contraintes parce qu'on a vu, j'ai pensé à ça aussi en lisant ton livre. Bon, il y a quand même de la contrainte pour certains, mais un peu plus d'engagement, c'est-à-dire de relation. Il ne disait pas que ça ne faisait pas sens, Tieter, il disait qu'avec l'argent, on ne pouvait pas acheter des relations. D'ailleurs, je pense qu'il a tort. Non, pas que ça. Il disait qu'on ne pouvait pas acheter de relations. Je pense qu'il avait tort. Voilà, c'est juste une question. Bien, mais ils vont noter les questions, t'en fais pas. Est-ce qu'on ne peut pas parler plutôt d'engagement plutôt que de contrainte? Voilà. Alors, moi, j'ai aussi des questions. J'en ai une, en tout cas. D'abord, à Jérôme, tu nous as très bien décrit les trois fonctions de la monnaie.
La dernière, la réserve de valeur dont tu as dit qu'elle était la porte ouverte à la finance ou à la financiarisation. Donc la question est toute bête, c'est est-ce qu'on peut se passer de cette troisième fonction et de quoi dépend le fait qu'on pourrait s'en passer, puisque c'est par là que le mal entre, paraît-il. Et une question à Christophe, s'il te plaît. Tu as très bien dit que c'était difficile de représenter l'argent, contrairement à la monnaie peut-être, parce qu'on peut regarder les billets à travers la lumière, voir s'il est faux ou vrai. Mais si l'argent est tout de même un concept flou, est-ce qu'il y a une poésie de l'argent? Peut-être ma question est un peu vague ou vaste, mais est-ce qu'on pourrait parler de poésie de l'argent et en quel sens? Voilà. Et pour l'instant, je vais m'arrêter là, mais il y a d'autres questions peut-être. Oui. Oui, en restant sur l'idée de poésie, on peut se demander, est-ce que la monnaie, c'est pas un peu comme l'énergie? C'est des électronvolts, ça ne se stocke pas. Il y en a qui sont plus ou moins rapides que d'autres. Les banques, là-dedans, c'est des grosses génératrices. Et quelquefois, les génératrices, d'ailleurs, sont très grosses, elles deviennent nucléaires, elles fondent la planète. Et qu'est-ce qui fait marcher le mouvement, pourriez-vous dire? Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus, c'est une énergie renouvelable, apparemment. En plus, ou périssable. Oui, d'autres questions? Oui. Promis, après je me tais. Le fonctionnement des monnaies complémentaires, c'est vrai que, comme disait Yannick, j'ai pas très bien compris comment ça se passe. Il y avait ce personnage qui était visiblement le directeur de la banque, on avait l'impression qu'il était à l'origine de tout et qu'il contrôlait un peu tout. Est-ce que vous avez pu tirer, Monsieur Blanc, de ces 10 ans de recherche sur les monnaies complémentaires, les limites? Enfin, moi, je ne comprends pas très bien comment ça peut fonctionner et en quoi, comme disait Liétard, on pouvait revenir dans la fenêtre de viabilité, là, c'est ce qu'il dit. Et donc, quels sont peut-être les succès? C'est une question très vaste, mais les succès, les limites de ces monnaies complémentaires que vous avez pu étudier partout dans le monde. Vous avez votre compte, vous voulez ajouter une question? Non, pour l'instant, on va rester là. Donc allez-y, on vous écoute les uns après les autres, ou tous les trois à la fois. Non, allez-y. Oui, peut-être je commence sur la question des contraintes, des engagements, etc. Puis sur la poésie, oui, beaucoup de choses. Bon, la notion de contrainte, je dirais que c'est une notion générale, parce que c'est une notion, disons, de philosophie du langage, qui renvoie à toute espèce de contrat que l'on peut passer. D'une certaine façon, je ne sais pas si je peux entrer dans des détails de philosophie du langage ordinaire. Peut-être que ça va vous gonfler, parce que c'est des trucs qui font partie de mes marottes. Mais bon, il existe il y a des théoriciens qui ont travaillé sur ces questions. Il existe un certain nombre de mots, de vocables, d'expressions, disons, qu'on appelle des performatifs, que des logiciens des années 50 ont appelé comme ça, qui fonctionnent un peu comme des billets de banque. Par exemple, je vais vous donner une expression de ce genre. Par exemple, l'expression qui consiste à promettre quelque chose à quelqu'un. Par exemple, j'ai promis à Gilles de venir. Quand il m'a dit « Christophe, vous seriez d'accord pour venir ?» J'ai dit « Oui, je vous promets, je serai là. » Et puis, comme par hasard, je suis venu. Alors, on peut comme avec quel mal. Alors, oui, voilà, c'est ça. Alors, on peut, mais vous allez voir, c'est intéressant cette histoire. On peut faire comme ça a été dit dans le film. À un moment, je ne sais plus qui a prononcé ce mot, mais il a prononcé le mot magie. L'argent, c'est comme de la magie. Alors, on peut se dire, tiens, la promesse que Christophe a prononcée, dirigée vers Gilles, fonctionne un peu comme une sorte de sortilège. Il a prononcé « je te promets » et boum, il est là. Mais en réalité, peut-être que c'est pas aussi simple que ça. Je veux dire, c'est pas aussi simple que la magie. La magie est une manière toujours assez... Enfin, souvent dans les représentations Walt Disneyen qu'on s'en fait, c'est toujours simple. On remet une baguette, boum, ça se transforme en éléphant.
ou en crapaud. Et là, boum, je suis arrivé ici. En réalité, si on regarde comment ça s'est passé, c'est que le simple fait d'avoir prononcé « je te promets » active quelque chose comme un ensemble de conventions sociales que certains appellent des institutions, au sens le plus large possible, qui m'ont d'une certaine façon contraint à venir. Je me suis engagé, mais ça m'a contraint à venir, parce que si je n'étais pas venu, ce qui aurait été possible, parce qu'il y avait des difficultés et tout, eh bien, je me serais d'une certaine façon disqualifié, j'aurais enfreint un certain code de l'honneur, qui fait partie de mes valeurs, comme on a dit tout à l'heure. Donc tout ça est lié. Il y avait un philosophe qui était très à la mode dans les années 70-80, qui s'appelait Karl Popper. Il appelait ça des contraintes élastiques. Les contraintes élastiques, c'est ce qui différencie les sciences sociales des sciences dures, comme par exemple la physique. La physique, c'est des lois, les choses se contraignent comme ça, boum. Tu sais, par exemple, en physique, jusqu'à Descartes, on parlait de théorie des chocs pour expliquer le déplacement des planètes. C'était donc des contraintes mécaniques, physiques, dures. Et les contraintes élastiques, c'est celles qui déterminent, par l'usage d'un certain nombre de vocables, comme je te promets, des comportements. Ce qu'il y a d'assez intéressant, pour faire le lien direct avec l'argent, c'est que, d'une certaine façon, un billet de 500 €, c'est une promesse. Ça fonctionne comme une promesse. Je te le donne, tu peux, avec, acheter quelque chose qui vaut 500 €. C'est la promesse qu'il est possible d'acquérir quelque chose qui a cette valeur. Donc il y a un lien fort entre le fonctionnement de ce que Austin, là, ce fameux philosophe des années 50, appelait les performatifs, et l'argent. L'argent fonctionne un peu comme un performatif. C'est peut-être plus complexe que des promesses ordinaires, mais c'est même pas sûr. Maintenant, pour la question difficile de la poésie de l'argent et de l'argent comme valeur poétique, qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Poésie de l'argent, je l'entends de deux façons. Est-ce que l'argent est poétique, ou est-ce que dans la poésie, on peut s'intéresser à l'argent ? Quand j'ai écrit ce livre-là qui s'appelle Argent, je l'ai fait, c'est vrai, au départ, parce que je trouvais que l'argent était poétique dans la mesure où c'était une notion floue. Je vais vous dire pourquoi je pense ça. Vous voyez la poésie, par exemple, quand vous lisez des trucs comme Paul Éluard, elle vous parle de liberté. Quand vous lisez Ronsard, elle vous parle d'amour. En fait, vous vous rendez compte que la poésie, c'est un usage de la langue qui consiste à parler avec une certaine autorité de notions floues, comme amour, liberté, d'une façon telle qu'on ne le fait pas dans la vie ordinaire. Je veux dire que si dans la vie ordinaire, vous commencez à pérorer sur l'amour et la liberté, on vous prend pour un type arrogant et parfois on se moque de vous. Mais quand Éluard le fait, en disant qu'il écrit le nom de la liberté, de la façon dont il le fait, sa façon de le faire confère une certaine autorité et un certain sérieux à ce qu'il dit, tellement bien que ça donne une certaine consistance à ces notions floues, qui sont des notions très très utiles pour vivre. Je pense que Bernard Liétard pense que ce sont des notions qui ont du sens. À mon avis, elles ont du sens parce qu'il y a de la poésie derrière, qui leur donne de la consistance. Parce que s'il n'y avait que des gens qui péroraient sur l'amour et sur la mort ou sur la justice, comme on peut le faire, tout le monde, ça n'aurait pas tellement cette consistance-là. Alors, ce qui m'intéressait avec l'argent, c'est que l'argent est aussi une notion floue. Et que si la poésie s'en empare, peut-être que tout d'un coup, elle va non pas devenir claire, mais peut-être avoir une certaine consistance. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une certaine consistance ? Pour moi, ça veut dire être lié à un certain nombre de valeurs qu'elle n'a pas forcément de façon évidente. De la même façon, par exemple, que la façon dont Sade donne de la valeur à la notion d'amour, à la notion de sexe, n'est pas du tout la même que celle que lui confère, par exemple, Ronsard, ou Du Bellay, ou François Rabelais, par exemple, pour prendre des exemples de cet ordre-là. Dans ce sens-là, je dirais qu'il y a une sorte de poéticité de l'argent, ou de la notion d'argent. Et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle la poésie peut s'emparer de l'argent, la poésie comme activité d'écriture. Après, pour la question difficile aussi de l'énergie,
et de cette question qui confère de la puissance, en quelque sorte, hein, puissance génératrice, régénératrice à l'argent. Là aussi, je reviendrai à cette notion ou cette théorie que j'ai évoquée tout à l'heure des performatifs. Vous voyez, ce qui caractérise les performatifs, c'est que bien souvent, ils ne peuvent fonctionner, ils ne peuvent agir, ils ne peuvent être puissants que quand ils sont prononcés dans des contextes très précis. Par exemple, imaginez que ça soit un clown dans un cirque qui vous marie avec votre femme. Tout le monde penserait que ce ne serait pas un vrai mariage. Imaginez par exemple que vous vous amusez dans une cour de récré avec votre petite fiancée à vous déclarer mari et femme. Ça pourrait avoir une certaine valeur, mais ce ne serait pas un vrai mariage. Il faut qu'il y ait des conditions qui sont requises tout le temps pour un vrai mariage, c'est-à-dire que ça soit par exemple soit un curé, soit un maire qui vous déclare et que vous signez. Il y a tout un protocole qui officialise les choses. C'est intéressant parce que, vous voyez, ce que disaient les économistes dans le film renvoyait à des conditions de cette espèce-là. C'est-à-dire que les conditions de création de cette énergie financière sont liées à un certain nombre de rituels localisés. Il faut que ce soit un banquier, une banque, qu'on signe d'une certaine façon, qu'on écrive d'une certaine façon. Et là encore, ça apparente l'énergie de l'argent à l'énergie de certains usages verbaux, comme les promesses, comme les insultes, comme en réalité tout ce qui s'apparente à des formes de contrats plus ou moins formelles. Et voyez, une promesse, ça a de l'énergie. Tout à l'heure, je parlais de cette métaphore de Karl Popper qui disait une promesse, c'est une contrainte élastique. L'élastique, c'est quelque chose qui possède de l'énergie. On fait de l'énergie avec de l'élastique. Et c'est ça l'énergie de l'argent, à mon avis. C'est lié à ces protocoles, à ces situations qui permettent de connecter un usage à toute une institution. Voilà. Très bien, mais les questions s'adressent à tout le monde, alors allez-y. Bon, alors je vais changer de registre du coup. Il y a plusieurs choses qui ont été évoquées. Hein. Bon, alors sur la réserve de valeur, peut-on s'en passer ? Peut-on disposer, peut-on faire des monnaies qui ne soient pas des réserves de valeur ? Un auteur a été cité tout à l'heure dans le film qui justement renvoie à cette idée, hein, c'est Silvio Gesell. Alors il a été évoqué pour être tout de suite mis de côté parce qu'un autre était cité, je ne me rappelle plus lequel d'ailleurs, honteusement, mais Silvio Gesell est un de ces monetary cranks, enfin un de ces fadas de la monnaie, qui ont écrit en dehors de tout cadre théorique reconnu par les économistes mainstream, qu'on n'appelait pas mainstream à l'époque. Et cet auteur, qui est un auteur allemand, d'abord passé en Argentine avec ses frères pour faire du commerce, et qui fait face dans les années 1890 à une catastrophe économique sur place, une première, enfin peut-être pas la première d'ailleurs, mais une grande catastrophe économique en Argentine, avec une sorte de grande dépression, une déflation importante là-bas, et donc ça le saisit, il se met à travailler sur cette situation, sur le rôle de la monnaie dans ce genre de catastrophe, et bon, de fil en aiguille, il en vient à théoriser d'une manière assez originale les questions monétaires, d'ailleurs pas sans lien avec d'autres auteurs avant lui, comme par exemple Proudhon, manifestement qu'il avait lu. Et Gesell en vient à proposer un système de monnaie dite fondante. Et on voit, quand il est question de la ville de Wörgl, avec son musée aujourd'hui, et un billet que l'on nous montre avec des cases dont certaines sont remplies par des timbres, on voit exactement ce qu'est une monnaie fondante telle qu'on peut l'appliquer matériellement avec un billet. C'est-à-dire un billet qui vaut 10, par exemple, et puis chaque mois,
je pense qu'il y avait 12 cases. Chaque mois, vous devez coller un billet qui correspond à une portion de la valeur du billet que vous avez dû payer, que vous avez dû acheter. Quel rapport avec la réserve de valeur? C'est très simple. Si vous gardez votre billet chaque mois, le 5 du mois par exemple, vous devez coller un timbre pour pouvoir le réutiliser. Donc vous n'avez pas intérêt à ça, vous allez plutôt le dépenser avant. Donc vous allez passer le mistigris, la patate chaude à d'autres qui se chargeront de coller le timbre. Alors il y a des systèmes de diverses natures, notamment le Sol Violette, la monnaie locale Sol Violette à Toulouse a mis en place un système de ce type où, sauf erreur de ma part, la fonte n'est pas le 5 de chaque mois, mais je crois tous les 3 mois à partir du moment où vous recevez le billet. Il y a quelque chose de ce type. Excuse-moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Le billet fondu, c'est celui qui est gardé ou celui qui est estampé? Le billet est fondant si il faut, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir continuer à l'utiliser dans le temps, s'il faut payer pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire si c'est un billet, coller un timbre d'eau. Ah d'accord, oui. On paye pour le... Exactement. Alors c'est une solution qui n'est pas inintéressante du tout dans un contexte tel que celui de la Grande Dépression. Donc en Amérique du Nord et puis en Europe aussi, au même moment à peu près, on a émergence d'une série de monnaies locales ou de monnaies qu'on pourrait dire complémentaires, si on reprend le terme de Bernard Liétard, sous de multiples formes. Certaines n'ont pas marché du tout. Tout ça, c'était très... il y avait beaucoup de tâtonnements, de l'approximatif, etc. Mais donc un certain nombre ont mis en place un système de monnaie fondante. Et ça a été proposé et imaginé par Irving Fisher, qui est, lui, pas du tout un monetary crank, mais l'économiste par excellence de l'époque, qui propose ça à Roosevelt, alors candidat à la présidence des États-Unis, qui propose ça de façon nationale, mettre en place de façon nationale un système de monnaie fondante pour relancer l'activité économique. Il parle de reflation. Bref. Aujourd'hui, donc, ce type de dispositif est mis en place par quelques monnaies locales ou autres, mais en fait, de moins en moins, on s'aperçoit que les militants associatifs qui mettent en place des projets de monnaie locale s'en éloignent petit à petit de ce principe de monnaie fondante parce qu'il apparaît que c'est en fait difficile à expliquer aux utilisateurs, que ce soit des professionnels ou des usagers. L'idée est intéressante ici, enfin de saisir ce point, c'est-à-dire que la personne qui utilise ça est embêtée. On ne lui facilite pas les affaires. Mais précisément, il est censé y avoir un effet collectif qui soit positif. Et on a toujours cette dualité entre ce que l'individu pourrait préférer, qui soit plus simple pour lui, et puis l'effet collectif qui peut résulter de complications que l'on fait peser sur les pratiques individuelles. En tout cas, c'est quand même difficile cette histoire, parce que la monnaie est quelque chose qui doit servir à comptabiliser dans le temps des valeurs. Je suis désolé, c'est un terme flou. Dans le temps, ça veut dire que la comptabilisation que j'en fais aujourd'hui doit être encore valable demain, après-demain, dans 3 mois, dans 6 mois. Alors on comprend bien que plus on s'éloigne d'aujourd'hui et plus la comptabilisation qu'on aura fait aujourd'hui ne sera plus valable. Mais on a besoin quand même d'une certaine forme de stabilité. Je pense que ça a été évoqué hier dans le film et dans la discussion. Et donc il y a ici une difficulté qui consiste à éloigner la monnaie des effets néfastes de la finance, alors qui peut se développer parce qu'il y a cette idée de conservation de la richesse qu'on reporte sur des actifs financiers, mais la monnaie doit également être un outil de calcul intertemporel, comme disent les économistes, c'est-à-dire sur l'avenir. D'autres points, alors dans la discussion et puis dans le film, il y a quelque chose qui me chatouille, quoi, on dit acheter, donc on parle de acheter des relations. C'est le terme qu'emploie Bernard Liétard, buying relationships.
Alors oui, bon d'accord, c'est vrai, la monnaie permet d'acheter. Mais je pense que c'est vraiment réducteur de penser la monnaie uniquement sous l'angle de l'achat. C'est-à-dire qu'il y a plein d'actes que l'on fait avec de la monnaie qui ne sont pas de l'achat. Si je paye ma contravention, admettons que j'ai eu une contravention, je ne raconte pas ma vie, mais si je paye une contravention, je n'achète rien. Si je donne de l'argent sous forme d'étrennes à des enfants, à mes enfants, ou à mes petits-enfants, j'en sais rien. Pour moi, c'était plutôt mes grands-parents. Ce n'est pas une question d'achat. On est dans un transfert intergénérationnel qui renvoie à la question du don, qui a été évoquée hier. Ce n'est pas du tout de l'achat. Je peux aussi donner un pourboire. Alors en France, ça se fait beaucoup moins que dans d'autres pays, dans lesquels le pourboire est quelque chose qui est de l'ordre du nécessaire, enfin de la... Comment on dit enfin, c'est le... Pardon ? C'est une obligation sociale. Ce n'est pas une obligation juridique, au sens juridique du terme. Vous pouvez partir sans, mais alors on vous fera la gueule, on vous considérera comme un asocial. Mais ce pourboire n'est pas de l'achat. Vous n'achetez pas de la prestation. Vous rétribuez en quelque sorte la qualité finalement du service que vous avez perçu sur la consommation que vous avez effectivement faite et que vous avez effectivement acheté. Donc c'est autre chose. Bref, il y a un ensemble en fait d'usages de la monnaie qui ne se réduisent pas à la question de l'échange marchand. Et par conséquent de l'idée d'acheter. En anglais d'ailleurs, il y a plein de termes, en français aussi, mais par exemple entre buying, to buy et purchase, on voit des différences selon des auteurs. Par exemple, Adam Smith, quand il écrit sa richesse des nations, son enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations en 1776, un texte qui est un gros volume de 1000 pages, mais qui est un texte fondateur de l'économie politique. Il fait la différence entre to buy et to purchase. Il ne parle pas de la même chose. Il n'y a pas les mêmes rapports quand il utilise ces deux termes. Comment tu dirais en français ? Acheter et acquérir. Voilà, acheter et acquérir. On n'est pas dans le même rapport. On n'est pas dans le même rapport. Oui, c'est encore une autre subtilité, ou si on peut dire, sur le fait de transférer de l'argent. Effectivement, ça peut être payé, réglé, etc. Voilà, je voulais juste préciser ça parce que notamment dans des monnaies alternatives aujourd'hui, on a des rapports de transfert ou de comptabilisation monétaire qui ne sont pas des rapports d'achat, même de paiement. Le terme parfois est exclu. Alors c'est le cas dans les banques de temps, c'est le cas dans les systèmes d'échange local, les CEL, où on évite par exemple soigneusement d'utiliser un vocabulaire tel que prix, acheter, paiement, etc. On comptabilise des échanges. Et ça, alors je ne suis pas spécialiste de linguistique, etc., mais je pense que la langue qu'on utilise et le choix que l'on fait pour décrire les choses est important. Même s'il peut y avoir des erreurs aussi ou des exagérations dans le fait de s'éloigner de certains vocabulaires. Bon, voilà, je voulais juste préciser ça. Il me semble que c'est important. C'est-à-dire que la monnaie n'est pas que l'objet de l'échange marchand, et uniquement donc cet objet-là. Deux autres points, mais je crois que je suis un peu trop long, mais le Palmas est vraiment une construction citoyenne. C'est-à-dire que le Palmas, donc, dans cette favela de la ville de Fortaleza au Brésil, a été construit par l'association des habitants du quartier Conjunto Palmeira, qui est donc ce quartier de la Palmeraie. Donc cette association, qui est une forme d'auto-organisation, Joachim Mello montrait d'ailleurs des photos des différentes étapes de la mobilisation de la communauté autour de ses propres intérêts, qui étaient des intérêts d'aménagement en fait. Il parle de choses fondamentales comme avoir un circuit d'évacuation des eaux usées, d'avoir accès à l'eau potable, d'avoir accès à l'électricité, etc. Donc il y a eu toute une mobilisation de la communauté autour de projets d'amélioration de la qualité de vie qui, à un moment donné,
effectivement, il l'explique aussi, a basculé sur un autre aspect qui était celui de la question de la richesse. Avec cette idée d'introduire, ça a été d'abord ça, du microcrédit. En 98, c'était un grand moment d'explosion du microcrédit dans le monde. Et en s'apercevant assez rapidement que ce microcrédit, dès qu'il était utilisé, il s'en allait ailleurs que dans le quartier. Et donc l'idée de rajouter quelque chose qui est de l'ordre de la monnaie locale pour que le microcrédit, une partie en tout cas, les microcrédits à la consommation qui sont distribués en monnaie locale, puissent rester localement et donc puissent en fait développer des boucles, des circuits, des filières finalement de circulation de l'argent dans ce petit territoire avec des activités économiques qui émergent. Et c'est ça le grand pari et je dirais la grande réussite de ce dispositif. Tout ceci me conduit, alors je vais être plus court peut-être, notamment parce que j'ai oublié la dernière question, mais à dire que quand on dit monnaie complémentaire, c'est le terme qu'emploie Bernard Liétard, en fait on parle de tout un tas de trucs très différents. Et donc il faut, si on parle de monnaie locale, façon Palmas, on ne parle pas du tout des banques de temps, qui sont des associations dans lesquelles on échange des services. On ne parle pas non plus du tout, c'est pas du tout la même chose que le VIR en Suisse. Ce sont des registres et de fonctionnement, des types d'émissions, des logiques de transfert, etc., qui ne sont pas du tout les mêmes. Si on parle des monnaies locales telles qu'elles se sont développées depuis le début des années 2010 en France, et sur un modèle qui est un peu différent mais qui s'inspire du Palmas, je crois que la question c'était les limites et les succès. 10 ans après ou presque, on s'aperçoit que l'idée fait toujours florès. Et ça, c'est déjà un élément du succès, j'allais dire, pour arriver ensuite aux limites. Peut-être qu'il faudrait dire l'inverse, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est un élément de succès au sens où ces monnaies locales sont d'emblée des outils de mobilisation citoyenne. Souvent, d'ailleurs, elles sont qualifiées de monnaie citoyenne. L'un des deux réseaux qui aujourd'hui structure le champ structure ça autour de l'idée de monnaie locale complémentaire et citoyenne. La quatrième lettre a été ajoutée au fur et à mesure pour bien identifier qu'il y a une construction citoyenne dans cette affaire. Et que ce n'est pas juste quelque chose comme à Wörgl, où c'est le maire finalement qui lance ce projet. Ce qui peut être très bien, hein, mais bon. Ça, c'est des super formatifs, parce que personne ne peut être contre la monnaie citoyenne, ça peut être forcément que bien. Alors que la promesse, souvent, ça peut se casser la gueule, mais là, tout le monde dit non, la monnaie citoyenne, c'est tellement bien intentionné que ça ne peut que marcher, sans doute. Eh bien, justement, alors, bon, du coup, c'est la dernière partie, ça marche pas si bien que ça, c'est-à-dire que... Non, mais on parle de l'ECHCO et je pense que l'ECHCO est vraiment une grande réussite, notamment parce qu'il y a une vraie mobilisation citoyenne qui se double d'une mobilisation des collectivités. C'est vraiment essentiel. Ça part du bas et ça reste un peu en bas, hein, parce que les collectivités, c'est nous, enfin les élus, c'est nous qui les élisons. Et nous les élisons sur les territoires dans lesquels nous vivons. Donc voilà, on peut les croiser tous les jours, hein, ces gens-là. Ça peut être nous-mêmes, d'ailleurs. Et d'ailleurs en articulation conflictuelle avec l'État. Donc là, le top n'a pas été tout à fait d'accord tout le temps pour l'ECHCO dans le Pays Basque. Ok. Oui, peut-être deux réactions assez rapides. Alors, je me méfie un petit peu des analogies, la monnaie, énergie. Bon, c'est sûr que la monnaie, ça fait fonctionner l'économie, la société. Après, j'aime bien Liétard, mais quand il utilise une analogie avec, on va dire, la théorie thermodynamique pour nous faire sa petite courbe qui cloche et puis la fenêtre, là vraiment, je trouve que ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Et puis dire, je mets des monnaies régionales ou complémentaires, ça revient vers le sens. Non, c'est une espèce de façon de visualiser, mais je pense que c'est pas de l'ordre du raisonnement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur les contraintes. Alors, les économistes, il n'y a pas de problème. Les contraintes, ça fait partie de leur vocabulaire de base. D'abord parce que si on est dans, comme le pensent en tout cas les économistes qui ne sont pas mainstream et hétérodoxes, on est dans un monde d'incertitude.
s'il n'y a pas de contrainte, il y a tellement d'avenirs possibles qu'on ne peut pas prendre de décision. Donc il faut des contraintes pour limiter les avenirs possibles. Et on aime tellement ça dans la monnaie que Marx parlait de contraintes monétaires pour exprimer le fait que dans les sociétés marchandes, où il y avait une division du travail, eh bien, pour que le travail qui était incorporé dans la marchandise qui était échangée, mais il fallait trouver quelqu'un qui était prêt à acheter cette marchandise, c'est ce que Marx appelait la contrainte monétaire, c'est-à-dire le moment où le travail privé va retrouver une forme de reconnaissance sociale. Donc les contraintes, c'est beaucoup plus de la contrainte que de l'engagement qui suppose une démarche volontaire. L'engagement dans une monnaie locale citoyenne, oui, ça, mais même les monnaies locales, enfin, pour le coup, la monnaie, elle est pleine de contraintes sociales et puis contraintes juridiques, puisqu'il n'y a pas plus borné, limité par tout ça. Jérôme faisait allusion au fait que le représentant de l'État avait voulu interdire à la mairie de Bayonne d'utiliser l'OSCO comme instrument de paiement. Donc on est bien dans un contexte sur lequel il y a beaucoup de contraintes et par rapport auxquelles il faut essayer de négocier pour trouver une certaine place. Heureusement, en France, il y a une loi, la loi dite Hamon de 2014 sur le SS, qui a donné un corpus, un statut juridique à ce qu'on appelle, entre guillemets, puisque c'est dans la loi, les monnaies locales complémentaires. Oui, non, des questions? Si, oui. D'un point de vue technique, simple, mais qui n'est pas simple pour moi, quelles peuvent être les relations entre une monnaie locale, même importante, comme on le voit au Brésil, et puis ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire banque centrale, gouvernement, etc. Est-ce que c'est complètement clos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de circulation? Donc les gens sont... heureusement dans ces cas-là, mais sont limités quand même à des échanges horizontaux. Par exemple, si on arrive à prendre l'avion, on habite au Brésil pour aller aux États-Unis, c'est qu'on est riche, on va pouvoir le payer dans la monnaie brésilienne. Ou est-ce qu'il y a des passerelles, dans certains cas? Est-ce qu'il y a des possibilités d'échanger cette monnaie locale, par exemple la banque de Las Palmas? Est-ce qu'elle peut... excusez-moi, mes connaissances économiques étant absolument nulles, je ne sais pas quels sont les termes, mais est-ce qu'elle peut convertir, voilà, est-ce qu'elle peut donc convertir son fonds de trésorerie pour accéder à... Voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien d'ailleurs de le faire? Ça, c'est une autre question. Mais est-ce que c'est possible? Voilà. Oui, autre question? Vas-y, Bruno. Oui, c'était juste une question d'éclaircissement à Christophe. Quelle différence tu fais entre argent et monnaie? J'ai pas bien saisi. Ah la vache. Voilà. C'est vrai que les économistes ont beaucoup de monnaie, très peu d'argent. Oui, la question de la convertibilité des monnaies locales se pose. Enfin, je suppose que vous la posez tous. Est-ce que je peux avoir des dollars avec des acquis, bordel? Enfin bon, Peut-être au niveau local, sur Palmas, je laisse Jérôme, j'ai aucune idée. Dans le système français, d'abord si on parle de ces monnaies locales complémentaires, dans le système français, dans la plupart des cas, vous n'avez pas de convertibilité pour les particuliers. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre argent qu'auprès de commerçants ou entreprises qui l'acceptent. Par contre, les entreprises, elles peuvent le reconvertir en euros, sachant que... la règle, c'est un acquis égale 1 euro, un IL égale 1 euro, une abeille égale 1 euro, un trèfle égale 1 euro. C'est la règle de base qu'on retrouve. Donc, les entreprises, ce qu'on appelle parfois les adhérents professionnels ou les partenaires, peuvent le reconvertir, mais souvent en payant une pénalité de reconversion pour les inciter à l'utiliser plutôt pour se fournir auprès de prestataires qui utilisent la monnaie locale. Ça varie entre 2% ou 5%. Par exemple, le SCO, c'est 5%, parce qu'en fait, sur ces 5%, il y en a 3% qui vont dans des associations et 2% pour la gestion de la structure ou de l'association qui gère la monnaie locale. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu variable.
Juste une petite remarque, je pense que Jérôme va compléter. La monnaie, donc monnaie, argent, c'est vrai que nous, je crois qu'économistes, on ne fait pas trop la différence, on parle plutôt de monnaie, globalement. Par contre, alors je ne sais pas si c'est de la poésie, mais je pense que la monnaie, c'est le plus beau mystère qu'il y a à faire en économie. C'est pour ça qu'en général, la plupart des économistes n'ont rien compris, même ceux qui s'y intéressent, ils s'efforcent d'essayer de comprendre quelque chose. Ah oui, c'est pour ça que c'est plein de poésie, bien entendu. Ah oui, il faut que je réponde. Alors, moi, je ne sais pas du tout ce que c'est que l'argent. Hein, j'en sais trop rien. Quant à la monnaie, je croyais naïvement... En réalité, voilà, les notions vagues comme ça, les concepts flous, on arrive à les saisir dans des sortes de scènes. Par exemple, on ne sait pas ce que c'est que l'amour, mais par exemple, on sait quand on fait l'amour souvent. Parfois non, quand il y a des trucs de perversion, parfois... Mais la plupart du temps, on sait, on se dit, je vis une scène d'amour, tu vois. Je pense que pour ce qui est de la monnaie et de l'argent, on peut faire des différences locales dans des scènes. Par exemple, je vais te donner un exemple. Un jour, mon père m'a dit, ne crache pas ce morceau de camembert, c'est de l'argent. Il n'aurait jamais dit c'est de la monnaie. Donc ça, c'est une scène qui permet de faire une distinction, je crois. Inversement, la monnaie, elle se matérialise, par exemple, dans des pièces. On dit pièces de monnaie, on dit billets de banque, c'est de la monnaie souvent. Voilà comme petite différence que je pourrais faire. C'est pas grand-chose, mais ma foi, c'est un peu éclairant quand même, je crois. Tout à fait. C'est tout. Sur le palmas, ça va être très rapide, hein, c'est à peu près la même chose que pour les monnaies locales françaises. Côté reconversion, etc. C'est-à-dire que vous passez, la monnaie locale qui est émise l'est en contrepartie du réal brésilien, et on ne peut retourner au réal brésilien que si on est prestataire. Alors, est-ce que j'ai bien compris? J'ai 100 acquis, je veux qu'on me file $100, on me dit d'accord, mais je te file que $95. Enfin, peu importe, ou des francs, enfin, ou des euros, je veux dire, peu importe. Peu importe, je veux dire. C'est ça l'idée? Je n'ai pas compris, pardon. Bon, j'ai 100 acquis. Je pense qu'on va me donner 100 euros. On va me dire non, parce que c'est pas bien enfin, bon, pour des tas de raisons. Donc, je te donne que 95 euros, Non, c'est ça? non, vous ne pourrez pas. Non. Ou alors pour l'association Tapage. L'association Tapage aurait pu. Elle pourrait être un prestataire, membre du réseau de l'acquis. Et dans ce cas, elle reçoit, par exemple, les tickets d'entrée peuvent être réglés en acquis. Et vous obtenez des acquis. Et vous pouvez réclamer la reconversion de ces acquis en euros. Mais là, il faut voir comment fait l'association. Dans certains cas, il n'y a pas de frais qui sont prélevés sur les reconversions. D'accord. Attention, téléphone, micro. Bon, Gilles, si t'as pas, je voulais prendre des acquis et paierais 32 € actuellement, je crois, de cotisation annuelle. Ah oui. Et comme l'association est adossée à une banque, parce que c'est un peu obligatoire, tu pourrais, si t'en restait, mais le but d'une monnaie locale n'est pas non plus de thésauriser, quoi. Tu ne fais pas ton bas de laine avec ça. Bien sûr. Mais bon, l'association pourrait soit repayer des services, C'est ça, ouais. soit aller à la banque adossée à l'acquis du Bergeracois pour se faire payer. Mais comme tu as déjà payé ta cotisation à l'assaut, la banque ne te reprendrait rien derrière. D'accord. Je peux en profiter pour te poser une question? Parce que moi, je trouve ça vachement intéressant d'avoir ce soir quelqu'un qui travaille sur les monnaies locales en Nouvelle-Aquitaine. Et je m'interroge sur... votre intérêt, non, mais l'intérêt de la nouvelle région à travailler sur les monnaies locales en Nouvelle-Aquitaine. Et est-ce qu'il compte en sortir quelque chose de plus global dans cette grande région?
Alors, je travaille, même si le projet est financé par le Conseil régional et a été soutenu, y compris par la direction de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale, c'est ce qu'on appelle dans notre langage un projet de recherche. C'est-à-dire que ce n'est pas une étude pour le Conseil régional, hein, c'est une étude qui est menée par la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, qui réunit des chercheurs et puis des associations porteuses de monnaie locale. Et puis, on n'a pas de relation de dépendance. La région, a priori, n'attend rien, mais enfin, elle est quand même assez intéressée pour échanger et travailler pas mal avec eux. Le projet il est venu d'une discussion que j'ai eue avec des responsables de l'Euskal Moneta il y a 2 ans à Bayonne, qui disaient ben voilà, on se pose des tas de questions, mais on n'a pas les moyens d'aller travailler sur les informations qu'on a. Est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose? Voilà, donc c'est parti un petit peu de cette démarche. On a plusieurs monnaies locales qui sont parties prenantes, c'est-à-dire qui participent à nos réunions pour essayer de poser des questions. Et notre objectif, c'est plus d'essayer de donner des résultats utiles pour ces associations-là que pour répondre aux attentes du Conseil régional qui, bien sûr, peut avoir un intérêt, notamment parce qu'aujourd'hui, ça s'excite beaucoup. Il y a pas mal autour de ces monnaies locales. Et donc, il y a quand même, au niveau politique, une interrogation et une volonté de soutenir, y compris par un soutien financier aux associations porteuses de monnaie locale, dans le cadre de ce qu'on appelle en Nouvelle-Aquitaine l'appel à manifestation d'intérêt sur l'innovation sociale qui a lieu régulièrement. Voilà, mais on pourra en parler après si vous voulez. Oui, rien d'autre? Ça vous va? Si. Allez-y. Oui. Pourrait-on considérer le Bitcoin comme l'opposé des monnaies locales? Et il y avait une autre question, oui. Oui, tout simplement, c'est peut-être hors sujet. En Suisse, existe-t-il des monnaies locales qui ont permis à la Suisse de bien se renflouer, et ainsi de suite, de se protéger, on va dire? Tu peux dire un mot. Alors, sur le Bitcoin, oui, il y a notamment un texte de collègues qui font ça, qui disent très clairement que le Bitcoin, c'est l'anti-monnaie locale, sur de multiples registres. Mais vous êtes déjà convaincu, je crois. Bah déjà, c'est pas local. Donc, il y a une dimension qui n'est pas du tout la même, quoi. Enfin, le Bitcoin, c'est un dispositif qui vous permet de payer des choses dans le cyberespace et donc pas du tout limité à un territoire ni national, ni a fortiori un petit territoire à l'intérieur d'un territoire national. Et puis, ce qu'on n'a pas dit, mais qui est important quand même, c'est que les monnaies locales sont construites, alors ça rejoint la notion floue de valeur, elles sont construites sur des valeurs floues peut-être, mais qui sont, que les associations cherchent à définir précisément avant de se lancer. Ça passe par la rédaction d'une charte, notamment, une charte des valeurs, qui doit servir de guide sur le projet ensuite. Et ces chartes présentent à peu près toutes les mêmes objectifs, les mêmes éléments. Hein. C'est de replacer la monnaie dans le cadre d'une économie humaine, c'est-à-dire au service des êtres humains, à des échelles locales, pour des territoires, pour leur dynamique économique et sociale, dans une logique de transition écologique. Les termes tels que je l'ai dit là n'apparaissent pas nécessairement de cette façon, mais je ne pense pas trahir ce qui est écrit dans ces chartes. Dans le Bitcoin, on n'a pas ça. On a une valeur fondatrice d'une certaine manière qui apparaît, je crois, ça a dû être inscrit en code dans la première transaction qui a été réalisée, c'est-à-dire on ne veut pas que les banques soient renflouées par l'État. Ça a été évoqué hier, je crois, par les États. Et on est dans un registre qui est un registre plutôt libertarien, c'est-à-dire, en tout cas à la base, c'est-à-dire éviter le contrôle politique sur la monnaie et éviter aussi le contrôle des banques sur la monnaie. Donc on n'est pas du tout dans le même registre, même si dans les monnaies locales, on peut aussi avoir une certaine distance à l'égard à la fois de contrôle politique étatique et des banques, bien sûr.
Mais je dirais que ce n'est pas du tout le même registre. Et s'il fallait donner 2 étiquettes un peu faciles, je dirais que le Bitcoin est du registre libertarien, c'est-à-dire compatible et même cherchant une forme de capitalisme centré sur le marché et la responsabilité individuelle dans le marché. Les monnaies locales sont du registre plutôt libertaire. Mais bon, c'est peut-être un peu approximatif tout ça. Juste un complément, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'vient de dire Jérôme, mais il ne faut pas confondre le Bitcoin et toutes les monnaies scripturales associées à la technologie du blockchain, puisqu'il y a des monnaies locales qui utilisent la technologie du blockchain, il y a des monnaies locales qui sont très éthiques, très orientées. Il y a plusieurs centaines, plusieurs milliers de monnaies associées à cette technologie. Alors, le plus connu, c'est le Bitcoin, qui a tous les travers, même si au début, c'était fait plutôt dans une idée, on va dire, libertaire, mais bienvenue d'une certaine façon. Mais c'est parti sur toute autre chose. La Suisse, peut-être. La Suisse, ça a été évoqué, je crois. C'est-à-dire le VIR peut être considéré comme ce dispositif qui a été mis en place dans les années 30, plutôt dans la Suisse alémanique, pour essayer de faire face à l'effondrement bancaire, en fait. Enfin, en tout cas, au fait que les banques, c'est ce qu'on appelle le credit crunch en bon français, les banques cessaient de financer l'économie réelle. Voilà, je ne connais pas d'autres expériences suisses qui, à cette époque-là, je crois que la question portait sur cette époque-là, a essayé de faire face à la situation de l'époque. Je voudrais juste dire 2 mots là, sur la question de la charte des valeurs. C'est intéressant cette histoire d'écriture de charte, parce que là encore, on est dans des histoires de poésie de l'argent. Est-ce qu'une communauté peut représenter ses valeurs aussi simplement que par l'édification d'une charte? Comment faut-il l'écrire? Ce serait quoi la poétique de cette charte? Comment elle est rédigée? Est-ce qu'elle reflète vraiment les valeurs ou pas de tout le monde, ou est-ce qu'elle reflète surtout les valeurs de ceux qui l'écrivent et ceux qui la rédigent dans la forme qu'ils choisissent? C'est un truc qui a l'air de rien, mais c'est un truc, à mon avis, très, très important, caractéristique. Là. Récemment, il y a une philosophe, Barbara Cassin, qui a publié un livre sur la question justement de ces formules écrites ou verbales qui nous contraignent, comme l'argent, comme les billets de banque, enfin comme la monnaie, disons. Et ce qu'elle cherche à montrer, mais je crois que c'est vrai pour tous les gens qui s'intéressent à la notion d'institution se rendent compte de ça, que le fonctionnement de ces performatifs, de ces systèmes de contraintes liés à des formules, est complètement déterminé par ce qu'on pourrait appeler des visions du monde, qui nous échappent, qui sont difficilement exprimables, qui relèvent vraiment du non exprimable, du non traductible, qui sont peut-être pas très simples à mettre sur papier dans des chartes. Par exemple, l'exemple qu'elle donnait, tentant de faire quelque chose comme une sorte d'archéologie des performatifs, elle relit Homère et elle tombe sur une scène où Ulysse ne se jette pas justement aux pieds de Nausicaa et n'enserre pas ses genoux, mais lui dit « J'embrasse tes genoux », simplement. Et elle constate que embrasser les genoux en le disant vaut le geste d'embrasser les genoux. Autrement dit, Ulysse effectue quelque chose par la parole, par un symbole, qui vaut pour un acte symbolique très fort, qui consiste à embrasser les genoux de quelqu'un pour reconnaître sa valeur divine. Alors elle explique que tout ça n'est possible que dans un monde qu'elle qualifie de monde païen. Le monde païen étant à ses yeux le monde dans lequel on peut voir un Dieu dans une personne. Mais ce n'est pas de façon métaphorique, c'est que c'est vraiment un Dieu dans une personne. Ça, c'est le monde païen. Aujourd'hui, évidemment, nous ne voyons pas de Dieu dans une personne. On est peut-être ému par le naked cowboy, mais pas au point d'en voir un Dieu quand même. Alors, si vous voulez, ce qui est assez frappant, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose de tellement fort qui sous-tend la façon dont les expressions, les écritures, très, très profond, disons, dans la façon dont les écritures nous contraignent, que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il suffit d'écrire une charte pour pouvoir fabriquer une écriture monétaire suffisamment efficace?
Et quand, tout à l'heure, Jérôme parlait des capotages de ces monnaies locales qui s'effondrent, qui ne marchent pas, disait-il, peut-être, moi c'est la question qui m'intéresserait, je pense que ce serait un bon sujet pour un écrivain d'essayer d'enquêter sur la façon dont ça capote. Et pourquoi ça capote ces monnaies. Probablement qu'il y a quelque chose à chercher entre la relation, entre l'écriture de la charte et le fonctionnement de la monnaie. Voilà. Philippe, oui. Une question à Christophe. Tu as parlé de l'argent, concept flou. Peut-être le fait de le mettre en... Enfin, la mise en scène pouvait aider à éclairer ce concept. Immédiatement, tu es passé à l'amour. C'est peut-être le titre des rencontres. Faut-il aimer l'argent? Et comme tu as parlé de Molière tout à l'heure, est-ce que Harpagon pourrait être une mise en scène de cet amour de l'argent? Et qu'est-ce que tu en tires de ça? Harpagon, c'est un avare, très très avare. Je réponds du tac au tac? Ou on attend d'autres questions? Oui. Bon, cette histoire de concept flou, ça a une histoire dans la philosophie du langage. Hein. C'est un philosophe qui s'appelle Galli, qui, je crois que c'est à la fin des années 50, si je me souviens bien, fait la différence entre différents types de structures conceptuelles, les concepts flous, les concepts vagues et les concepts essentiellement contestés. Alors, en réalité, ça désigne des choses très, très simples. Ce qu'il appelle des concepts flous, ce sont des concepts qu'on ne peut pas définir en compréhension. À chaque fois que tu en donnes une définition, soit tu parais arrogant, soit ridicule. À la différence des concepts clairs, comme chaise, comme carré, tout le monde en donne une définition simple. Les concepts vagues, c'est un peu différent. Ce sont des concepts qu'on peut définir, mais il existe plein de cas concrets dont on se demande si la notion peut s'appliquer. Exemple, un chauve. À partir de quand l'individu à qui il manque des cheveux peut recevoir l'étiquette de chauve? Donc on peut définir le chauve, mais on n'est pas sûr quand on l'applique que ça marche vraiment. Ça, c'est le concept vague. Je ne sais plus avec qui je parlais cet après-midi de Pascal Angel. Pascal Angel a travaillé sur cette notion-là. L'état, par exemple. À quel moment un ensemble de cailloux constitue un tas? Il en faut 1, 2, 3, tu vois. On ne sait pas comment appliquer. Voilà. Et enfin, la troisième notion qui est intéressante, c'est la notion de concept essentiellement contesté. Alors, les concepts essentiellement contestés, c'est des concepts qui n'existent que parce que, communautairement, on se dispute leur définition. Essentiellement, alors l'exemple qu'il donne, Galli, c'est l'exemple de justice ou de art. Personne n'est d'accord sur cette notion, tout le monde se bat là-dessus. C'est vraiment très vrai pour justice, et c'est aussi vrai pour art. Alors, l'argent est un concept flou d'une espèce particulière, parce qu'effectivement, je trouve, je vais te dire pourquoi. En faisant le livre qui s'appelle Argent, une des questions que je posais toujours aux gens, c'était ça. C'est quoi l'argent pour vous? Qu'est-ce que c'est? Évidemment, personne ne t'en donne une définition comme d'un carré ou d'une chaise. Les gens te disent, ils rapportent l'argent à des expériences ou des métaphores. Ils te disent, l'argent pour moi c'est un manque, l'argent pour moi c'est le besoin. Enfin, ils donnent des définitions floues, c'est-à-dire, c'est normal ça, d'un concept flou, tu ne peux produire qu'une définition qui intègre elle-même des notions floues. Mais ce qui était frappant, c'était que c'était toujours... Ils étaient perturbés de se rendre compte qu'ils ne savaient pas en donner une définition. À la différence, par exemple, du mot liberté ou du mot justice. Les gens ne sont pas choqués quand tu demandes à quelqu'un « donnez-moi une définition de la liberté ou de la justice », les gens te regardent comme un idiot. Ils vont te dire « mais t'es fou, quoi, ça ne se définit pas ». Pour argent, c'était intéressant parce que c'était un concept qui était flou sans qu'on le sache. Sans qu'on en ait, à part peut-être des économistes ou des gens qui ont le nez là-dedans, mais ordinairement, les gens ils me donnaient l'impression de découvrir qu'ils étaient incapables d'en donner une définition en compréhension simple. Et ça, c'est intéressant, parce que, je dirais, ce serait le propre des concepts alors là encore, j'utilise une autre notion, qu'on hypostasie. On a l'habitude de les hypostasier. On n'hypostasie pas l'amour tellement facilement, ni la justice. L'argent, on l'hypostasie facilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire par là qu'on a tendance à le réduire à un certain nombre de réalités concrètes, comme les sous, la monnaie au sens fiduciaire du terme. Et on s'en contente dans la vie ordinaire.
Et ça, je trouve vachement intéressant pour un écrivain de regarder déjà à quoi on hypostasie l'argent, on la ramène à quoi concrètement, et qu'est-ce qui fait finalement qu'on ne se rend même pas compte que c'est flou. C'est intéressant. C'est intéressant dans la vie d'observer que la justice est floue pour tout le monde et pas l'argent. Voilà. Quant à Harpagon, je dirais d'Harpagon que c'est un cas de fétichisation. Il aime les sous, il aime la cassette avec les choses qui sont à l'intérieur. Ça, c'est une des choses qui a été étudiée justement par Georg Simmel dans son livre sur la philosophie de l'argent. Tu sais, tout ce que l'argent provoque comme attitude pathologique. L'avarice, la cupidité, le fait d'être extrêmement dispendieux, tout ça semble à Simmel des maladies que produisent des usages, les usages de certains instruments, tu vois. Tous les instruments provoquent des maladies, je sais pas, ou des comportements pathologiques. Par exemple, tu t'achètes un smartphone, tu passes ton temps dessus. Tu vois. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Ça vous va? Merci à tous pour ces rencontres. L'auteur, une question? Comment s'appelle l'auteur?